Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué ce matin, j'ai pas fait le icebreaker alors que ça fait quand même 3 jours de suite qu'on le faisait avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis passée un petit peu dans le chat, aviez l'air très heureux de voir Marine et David. En tout cas, voilà, là on se retrouve pour un live métier. J'espère que vous êtes en forme. J'ai vu pas mal de gens dans le chat déjà. On voit Jordan, on voit Zaïd, on voit Ino. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver tout bonnement. Et puis, avant la synthèse, où ensuite on va pouvoir refaire un quiz, je vous propose qu'on passe du temps aujourd'hui sur la découverte d'un nouveau métier, avec notamment une interview. Vous allez voir, c'est super stylé parce qu'on va parler un peu de robots, de robotique. Je pense que ça devrait vous intéresser. Il y a Lorenzo, je vais bien. Bah écoute, je vais bien et toi? En tout cas, moi, je suis très, très heureuse de vous retrouver encore une fois. Ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment vrai. Et on va se retrouver. Du coup, alors là, on a une modération avec Justine. N'hésitez pas à regarder ses commentaires et à les liker pour les faire remonter un petit peu, histoire de voir, pour que la synthèse, vous ne soyez pas perdu à dire ah, tiens, mince, qu'est-ce qu'on a vu déjà dans le live métier. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des notes parce que c'est cool de mettre des commentaires. Je suis la première très heureuse de voir vos commentaires, mais il faut bien penser à noter quand même ce qui se passe dans le live métier. C'est un peu le but pour que vous le reteniez encore mieux, sauf si vous avez une mémoire qui vous permet de ne rien oublier dans votre vie. Ça, pour le coup, c'est cool, mais je pense que ça ne concerne pas tout le monde. J'aimerais bien que ça m'arrive personnellement, mais ce n'est pas encore arrivé. Sait-on jamais, il peut y avoir des miracles. Donc, on se retrouve pour un live métier dans le numérique. Et je vous propose de regarder tout de suite le sommaire du live métier qui ne change pas, mais qui est toujours aussi intéressant, avec en quoi consiste son métier, avec des petites photos. Ensuite, on verra un cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime le moins dans son métier. Et on finira avec les clichés et anecdotes. Voilà, ça fait plaisir. Jordan, oh là là, qui dit Sixteen la légendaire. Si j'étais un Pokémon, je serais peut-être un Pokémon légendaire, effectivement, mais c'est pas le cas, on le saura jamais. Donc voilà, une fois ce sommaire terminé, bon, la star de ce live, ce n'est pas moi, il s'agit de Maxime qui va pouvoir s'afficher sur vos écrans. Comment est-ce que ça va, Maxime? Eh ben, bonjour, ça va très bien, toi? Bah super, moi j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, j'ai fait exprès de pas trop me faire spoiler ton métier. Comme ça, je vais le découvrir en même temps que les jeunes. Donc, je pense que je vais avoir énormément de questions. Prépare-toi à être bombardé de questions. Ça marche. En plus de ça, tu nous as partagé des vidéos qu'on va voir juste après aussi. Ça a l'air trop, trop cool. Je suis déjà très, très fan et j'ai très, très hâte d'en voir un peu plus. Il y a Elise qui dit qu'il a déjà fait un robot et codé le robot avec la main levée, d'accord. Donc là, il y a des gens vraiment, vraiment précis dans le chat. Je pense que vous allez pouvoir apprendre plein de choses et moi aussi. Donc alors Maxime, quel est l'intitulé de ton métier? Est-ce que tu peux essayer de nous le résumer de la manière la plus simple possible? Oui, alors je suis ingénieur roboticien et slash ingénieur de recherche, parce que j'ai fait différentes choses dans ma carrière. Ingénieur roboticien, finalement, c'est quelqu'un qui va travailler sur différents aspects d'un robot, c'est-à-dire les aspects mécaniques, électroniques, informatiques. Alors moi, je suis plus spécialisé sur l'informatique, même si parfois je touche un peu aux autres domaines. Ok. Et ingénieur de recherche, c'est un peu plus général, mais ça va être quelqu'un qui va être en support sur des activités scientifiques dans le monde académique, par exemple. J'ai travaillé par le passé au CNRS où j'étais directement en soutien de chercheurs en robotique ou de chercheurs en physique, où moi je faisais des applications derrière pour aider à faire pour aider à leur recherche. D'accord, donc pour les aider, voilà, pour les aider à mieux faire leurs recherches, pour simplifier un peu leur travail au quotidien, c'est ça? Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques dans les domaines de l'informatique, de la robotique, qui sont déjà calés en informatique, mais dans d'autres domaines, c'est pas forcément leur cœur de métier, mais sauf qu'il y a forcément besoin d'une infrastructure derrière informatique avec des fois des choses assez pointues en termes de matériel, de logiciel, d'intégration, etc. Et donc, il y a besoin de toute une infrastructure de matériel et d'ingénieurs derrière pour faire tourner et puis appuyer directement. Parfois, on est directement en interaction avec un scientifique ou une équipe de scientifiques pour réaliser avec eux leur application. D'accord, ok. Oui, parce que bon, là, tu nous parlais vraiment d'ingénieur de recherche, mais aussi ingénieur roboticien, si je dis pas de bêtises, c'est Voilà, bien ça. tout D'accord. à fait. C'est vrai qu'on peut se dire, on peut créer un robot, donc on peut, avec de la matière, faire un robot, mais en soi, il faut qu'il y ait des choses à l'intérieur pour que ça fonctionne. Donc, c'est un petit peu. Un robot, c'est un peu l'assemblage c'est ce qu'on appelle un dispositif mécatronique. C'est de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Ça va être Ouais, c'est vraiment tout en même temps, quoi. Donc, il faut plusieurs équipes. c'est ça.
D'accord, ok. Bon, alors écoute, on va pouvoir voir un peu les photos que tu nous as partagées pour y voir encore plus clair. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est déjà les robots qu'on peut voir. Mais bon, on va peut-être partir dans l'ordre. Donc, en haut à gauche, c'est quoi? C'est un espèce de système? Qu'est-ce que c'est? Alors, en haut à gauche, c'est ce à quoi ressemble mon bureau un jour où je vais faire plutôt du logiciel bas niveau. C'est-à-dire que un robot, c'est bon, quand il est fini, ça va être un dispositif qui bouge. Mais quand on est en train de le développer, souvent, c'est juste des cartes électroniques qu'on a sur le bureau et qu'on essaye Hmm. de faire fonctionner et on fait tourner du logiciel dessus et des fois du logiciel, ce qu'on appelle les drivers, les pilotes, pour faire fonctionner des éléments un peu plus spécifiques, des capteurs, etc. Donc moi, quand je travaille tous les jours, j'ai souvent des cartes de développement comme ça sur le bureau avec des fils pour connecter des trucs, Ok. j'ai différents appareils de mesure pour voir ce qui marche pas et essayer de débugger tout ça. Parce que alors ça, c'est typiquement le genre de choses qui me font très peur, moi, personnellement, de voir ça. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à comprendre le truc. Ça me rappelle vite fait mes cours de physique. Des fois, on avait ça me fait penser en fait aux résistances plus, mais j'imagine que c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, ça paraît tout de suite très compliqué. Bon, on reviendra après, parce que j'allais déjà te poser des questions un petit peu au niveau de ce que tu voulais faire plus tard, mais bon, ça, on y reviendra sur le parcours. Et du coup, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est du code? Alors, tout à fait. La partie matérielle, c'est ce qu'il y a sur le bureau de la photo d'avant. La partie écran noir avec du texte dessus, c'est à quoi ressemble mon écran à peu près tous les jours. Parce que bon, il y a différents environnements de développement. Il y en a qui préfèrent des applications graphiques un peu plus jolies et faciles à utiliser avec la souris, tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Je travaille principalement au clavier dans un terminal, ce qu'on appelle un terminal. Et avec voilà, je code comme ça sur des fenêtres assez sobres. Mais ça, c'est juste une préférence personnelle. Ok, d'accord. Donc le code, forcément, c'est le langage informatique qui va te permettre ensuite de dicter la conduite de certaines choses, en fait, un peu. C'est ce qui va permettre voilà, de développer toute la partie logicielle. Je dis logiciel au sens large, hein, ça concerne tout ce qui va être application plus au niveau, par exemple, une partie qui va s'afficher sur un écran, des applications web ou des choses comme ça, mais aussi des parties très très bas niveau qui vont faire fonctionner les différents capteurs, etc. Il y a Lorenzo qui s'y connaît direct, qui dit on a le front-end et le back-end. Donc déjà, Tout à fait, c'est on est là. vrai. Mais Alors déjà, oui, c'est ça. Ça au niveau de l'application qui va être mise à disposition d'un utilisateur, par exemple. Oui, on a effectivement le front-end, c'est ce qui va être en interaction directe avec les personnes qui interagissent avec le robot ou avec une autre application. C'est pas forcément un robot d'ailleurs. Et le back-end, c'est plus ce qu'on va cacher derrière, la partie serveur, base de données, etc., qui permet de faire c'est fonctionner tout ça. l'intérieur du cerveau, quoi, qu'on Voilà. voit pas, quelque part. Ok, alors on a Ouais. Ryan. Alors Ryan, il avait posé une question. Mince, elle est partie, je n'arrive plus à la retrouver, mais je crois qu'il demandait comment est-ce qu'on fait pour coder. Comment est-ce qu'on fait pour coder? Alors, comment est-ce qu'on fait pour coder d'un point de vue les outils qu'on utilise ou qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit savoir pour coder? Alors là, je ne saurais pas, peut-être qu'on va attendre sa Bah, réponse comme ça. non, mais sinon je peux Ouais, répondre un petit peu. ouais, D'un point de vue purement technique, pour coder, il faut utiliser à la base hein, juste un éditeur de texte pour écrire le code, et ensuite des outils de compilation pour traduire ce code en langage machine qui peut ensuite être exécuté. Ces outils de développement, donc ces éditeurs et ces outils de compilation, il en existe des centaines. Il y a plein de langages différents pour pouvoir coder. Qui servent à différentes choses, qui ont tous des points forts, des points faibles. Hein, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a de nouveaux tous les ans. Hein, il y a pas, c'est pas quelque chose de fixé. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour coder? Et ben, on doit, je dirais, il y a deux choses principales. Pardon? c'est des espèces de mots-clés que tu tapes, non? Je me trompe. Alors, il y a des mots-clés qui font partie, oui, ce qu'on appelle de la grammaire du langage. Là, c'est D'accord. vraiment des mots qui sont spécifiques au langage. Et ensuite, il y a comment les mettre les uns avec les autres. Il y a des mots, enfin des noms de variables qu'on va utiliser pour lier tout ça. Il y a pas que des mots, il y a aussi beaucoup de symboles typographiques, enfin, je veux dire des parenthèses, des points-virgules, des choses comme ça qui servent à agencer le Hmm. texte, finalement, ce qu'on écrit du texte hein, quand on code, à l'agencer pour que ça veuille dire quelque chose dans la grammaire du langage. Ok, ouais, il y a pas mal de choses. Bon, ça, j'imagine que quand on fait les études, on nous explique bien tout en détail et ça devient très, très simple par la suite, ou même sur le loisir, parce Alors, que là, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui codent. Non, je me trompe? je dirais que c'est jamais très simple dans le Ah, sens où il y a mince. toujours des choses plus compliquées à apprendre.
Oui, Commencer, c'est assez simple, hein. On peut commencer très facilement, il y a aucun souci. Et après, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que tout ce qui est plus compliqué, on l'apprend quand on a besoin de l'apprendre et on le comprend vraiment quand on commence à l'utiliser. Et, vraiment, il y a beaucoup de subtilités, que ce soit en architecture logicielle, en algorithmique ou en langage de programmation, vraiment les spécificités d'un langage. Ok, bah là, il y a pas. Franchement, ça intéresse énormément. Enfin, moi, ça m'étonne vraiment parce que, à vos âges, en tout cas, quand moi j'étais en troisième, le code, je n'y pigeais absolument rien. Donc, j'ai l'impression que c'est la nouvelle génération qui est super, super à l'écoute de ça. Bon, pas tout le monde, j'imagine, ça dépend les loisirs et tout ça. Mais il y a Elise qui dit, je conseille, c'est Arduino pour commencer. Est-ce que tu connais? Oui, l'Arduino, c'est une plateforme de développement qui permet de faire du développement avec de l'électronique un peu simple, où on n'a pas besoin d'aller vraiment mettre les mains dans le cambouis trop de la physique derrière les composants, de résistance, de capacité, Mm. etc. Ça permet déjà d'avoir une plateforme où on peut brancher des trucs un peu plus simplement, et puis ça permet d'avoir, côté programmation, c'est un langage qui est relativement simple, qui est dérivé du C, qui permet ils fournissent un environnement de développement qui permet, voilà, en fait, on branche, il y a plusieurs appareils, plusieurs cartes de développement différentes, hein, Arduino. On les branche sur ordinateur. En général, ça se branche avec un câble USB, hein. Et puis, on a Ok. l'environnement de développement qui a toute une partie graphique qui nous explique quoi faire. Il y a des exemples. Il y a toute une communauté derrière aussi qui a écrit plein de librairies. Ce qu'on appelle des librairies, c'est des morceaux de code qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. Et donc, ça Ok. permet vraiment de démarrer sans trop connaître au début, et puis finalement d'apprendre plein de choses, et puis après, éventuellement, se lancer dans des choses où on est moins aidé. D'accord. Ok. C'est une très bonne base de développement, oui. Et ça permet de toucher directement à de la robotique, puisque avec un Arduino, on peut brancher assez facilement des appareils électromécaniques, des capteurs, etc., qui permettent de rentrer dans le monde de la robotique et pas seulement de la programmation informatique. Ok, ouais, alors il y a plein de choses, c'est tout un monde que je suis en train de découvrir. Moi, j'étais pas du tout au courant. Donc, Élise, continue là-dedans. Il y a peut-être un Oui, c'est bel une très bonne avenir idée. à la clé. Alors, moi, j'ai plus une question au niveau du code, parce que le code, il me semble que ça se fait majoritairement en anglais. Comment ça se passe? Est-ce que pour coder, pour être ingénieur roboticien, il faut savoir parler anglais? Ou c'est vraiment que spécifique au code et du coup, bah, on n'est pas forcément obligé d'être bilingue, mais juste de savoir Alors, le on n'est pas principal. obligé d'être bilingue, dans le sens où, effectivement, les langages sont beaucoup basés sur l'anglais, hein. La grammaire des langages, tous les mots, en général, sont en anglais. Mais c'est pas. Enfin, s'ils étaient en français ou en allemand ou en chinois, à partir du moment où on est capable de les écrire, de toute façon, on est obligé de les apprendre. Quand on parle anglais, ça peut être un peu plus simple, puisque certains langages sont ce qu'on appelle de plus haut niveau, c'est-à-dire plus proche du langage humain, et du coup, ça ressemble plus à de la langue parlée, comme par exemple Python, s'il y en a qui connaissent. Si quelqu'un code en Python, c'est presque comme parler en anglais, enfin écrire en anglais. Donc à ce moment-là, être bilingue, ça aide, mais c'est pas indispensable. Après, là où ça devient plus, on va dire, important, je pense, c'est que beaucoup de ressources sur Internet, que ce soit des forums type Stack Overflow ou des forums Google, etc., où il y a beaucoup, beaucoup de ressources et de gens qui s'entraident et qui se partagent des morceaux de code, des solutions pour débugger, etc., ça se passe beaucoup en anglais. Enfin, ça se D'accord. passe beaucoup en anglais, ça se passe beaucoup aussi, j'ai envie de dire, en chinois ou en japonais, mais dans le monde occidental, on va communiquer plutôt en anglais sur ces choses-là. Ouais, pour le côté plus global. Après, le bon côté, bon, c'est un petit peu le hack, mais j'imagine que vous le connaissez, mais quand vous êtes sur les pages Google, etc., vous faites clic droit et ensuite vous faites traduire en français. Au cas C'est où. vrai. Bon, parfois, ça aide quand même d'avoir les mots-clés anglais parce que dans les logiciels, c'est souvent ces mots-clés-là qu'il faut rentrer. Donc, si vous avez le mot-clé traduit, vous n'allez pas réussir grand-chose. Donc, j'ai essayé pour vous, ça ne marche pas. Donc, pour revenir un petit peu aux photos que tu nous as présentées, alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'autre là à voir? Parce qu'il y a plein, plein, plein de choses. Il y a Alors, notamment Ryan, excuse-moi, oui, je voulais juste rajouter, il y avait Ryan, mais il écrit en majuscule, donc Ryan écrit en minuscule, t'inquiète pas. C'est pas parce que tu vas écrire en majuscule que je vais mieux lire. Je sais que j'ai une mauvaise vue, mais quand même, s'il te plaît, respecte-moi un peu. Et du coup, il y a Ryan qui demandait si c'était tes robots qu'il y avait sur les photos. Alors, ce sont des robots sur lesquels j'ai travaillé. C'est pas moi qui les ai fabriqués, mais j'ai participé, j'ai travaillé dessus, j'ai développé du logiciel sur ces robots. Alors, celui du milieu, non. Hein, il s'appelle Curie et c'est un ami à moi qui travaillait dans une startup qui le fabriquait. Mais Il est trop mignon. il se trouve que j'en ai un ici. C'est pour ça que je l'ai Ah, mis parce que j'ai l'occasion de jouer avec. ah ouais, est-ce que tu peux nous le remontrer? Mais bien sûr, il est éteint là, hein, mais
C'est génial. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il apporte l'apéro, il fait quoi? Alors lui, il est capable de se déplacer, de rouler et de se déplacer de manière autonome. C'est Dans la comme tête, il a des. Ouais, c'est ça. Non, R2D2, il fait plein de choses et il vole, il a des petits outils, etc. Lui, il a pas de bras. Ah, ça semble. C'était développé comme robot de compagnie. Ok, mais c'est trop bien. J'adore, j'aime trop. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, alors? Alors, bah, on peut lui parler. Après, c'était un prototype, hein, celui-là. C'est un robot qui a été commercialisé pas beaucoup, enfin, en très peu d'exemplaires et puis pas longtemps, puisque la startup a été rachetée et puis dissoute. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec un prototype qui finalement n'est plus supporté. Donc, justement, c'est pour ça que aussi je l'ai présenté ici, c'est que j'ai l'occasion de moi jouer avec, dans le terme pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre du hobby, ouais. du loisir, puisque bah, du coup, vu qu'il est plus commercialisé et que les serveurs qui permettaient de communiquer avec étaient plus maintenus, bah, j'ai eu l'occasion du coup de rebricoler ça à la maison pour qu'il refonctionne. C'est génial. Donc en fait, tu peux le coder comme tu le veux, comme tu l'entends. Tout à fait. Trop bien. Il est. Donc il peut faire le ménage. Il n'a pas d'aspirateur malheureusement. Il sert vraiment lui. Il a une caméra, des micros. On peut lui. Ah ouais. Oui, il y a une vidéo où j'interagis avec lui que j'avais envoyée. Je sais pas si tu veux la montrer maintenant. Ah, il s'est réveillé. Oh, ah oui, hey, il a une moustache. J'avais pas vu. Une belle moustache. Mais alors, il a une moustache, mais pas de bras. Non, il a pas de bras. Pauvre. Non, mais après, j'imagine que c'est plus pratique. Bah, écoute, je te propose qu'on regarde effectivement la vidéo que tu nous as partagée. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ah oui, j'ai entendu la petite musique. Ah oui, il fait des. Le robot, Loïc va nous afficher ça. On my desk. Hey, Curry. Can you sing? Really? Hey, Curry. Dance for me. Pancake robot, come and get 'em all there are. The pancake robot is coming to town. He's mixing up the batter and he's laying it down. Buttermilk, blueberry, chocolate chip. 50 million pancakes, he's gonna flip. Okay. Hey, Curry. Stop. That's all right. Bye, Curry. Et voilà, alors on nous dit trop mignon le robot à moustache, mais il est adorable. Non, vraiment, moi je veux l'adopter là, c'est bon. C'était le but quand il a été conçu, c'était qu'il soit mignon. Ben oui, c'est ça. J'avais fait un live métier d'ailleurs avec une autre personne qui développait des robots et qui m'expliquait, ça c'était pour la poste, donc c'était pour autre chose, mais qui m'expliquait que mettre des yeux à un robot, ça le rendait tout de suite attachant. Ouais. Et c'est vrai qu'un robot sans œil, ça donne pas très. Enfin, tu te dis, bon, bah, c'est un bout de plastique, quoi. Mais tout de suite, tu mets des yeux et une moustache. Maintenant, il y a l'ingrédient de la moustache, je le retiendrai, qui mange très bien. Oui. Par contre, il faut pas qu'il ressemble trop à un humain. Parce on a quelque chose de psychologique qui doit venir de notre évolution, de notre histoire. S'il est à peu près bon, avec une tête, des yeux, tout ça, ça va. Mais s'il ressemble trop à un humain, on tombe dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, où il y a un truc qui n'est pas vraiment humain, mais il ressemble beaucoup et ça nous paraît bizarre et ça nous met mal à l'aise. Mais exactement, moi à Tokyo, j'avais fait le grand. Il y a un énorme musée très connu à Odaiba, justement avec la robotique, etc. Je suis tombée sur le fameux robot de la femme japonaise qui parle et qui bouge les yeux. C'est terrifiant. C'est terrifiant. HRP4, c'est HRP4C. Ah oui, c'est ça. C'est une copine du robot qui est en bas à droite sur la photo là que j'ai sur les slides. Mon Dieu. Alors on va pouvoir dans le sens où ils ont été développés en même temps. Et moi j'ai travaillé sur la version, enfin le robot que vous avez à l'écran qui s'appelle HRP2. Et HRP4, la femme là dont vous parlez, le robot Android féminin, c'est une variante de celui-ci. Et il y a une bonne partie du matériel qui est réutilisé sur les deux, en fait, sauf qu'ils ont beaucoup accentué la conception et la recherche sur les expressions faciales. C'est ça, oui, mais c'est ça qui m'a fait peur, hein. Vraiment. On a vraiment l'impression que le robot nous regarde droit dans les yeux, quoi. C'est terrifiant. Ouais. C'est terrifiant. Je préfère ton robot fois 1000. Même si, bon, quand même, faut saluer vraiment le travail qui est derrière, parce que c'est incroyable d'arriver à ça, quoi.
Vraiment. Et ça me fait peur de me dire, parce que j'imagine que la robotique, tu vas pouvoir me répondre, mais évolue extrêmement vite, de plus en plus vite. Ça va assez vite, oui. De s'arrêter. Donc, on peut se dire dans 10 ans où est-ce qu'on en sera, quoi. Ce sera impressionnant. Probablement, parce qu'on a fait beaucoup de progrès sur notre capacité à faire des mouvements complexes en temps réel. Que même il y a 15 ans, on n'en était pas du tout là. Bien sûr. Bon, bah, malheureusement, le temps passe. Alors, je vais avoir une petite question à te poser parce qu'elle a été vachement reprise dans les commentaires, mais c'est plus qu'est-ce que tu vas faire au quotidien? Quelles sont tes tâches au quotidien? Qu'est-ce que je vais faire au quotidien? Ouais. Eh ben, en ce moment, par exemple, je travaille sur un robot de téléprésence. C'est celui dont le prototype est la dernière photo en bas à gauche. Où moi, je travaille quasi exclusivement sur le logiciel de ce robot. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, je suis sur mon écran noir avec des fenêtres de texte et je code et je débug. Il se trouve que ce robot-là, moi, j'en ai pas à la maison hein, parce que ça coûte cher. J'ai juste quelques cartes de développement qui représentent la même carte qui va être présente dans le robot. Donc, c'est un peu son cerveau. Donc, je peux travailler un peu virtuellement comme si j'étais avec le robot, mais j'ai pas tous les capteurs, j'ai pas sa capacité de déplacement, etc. Donc, je vais être sur mon ordinateur à développer le logiciel pour ce robot. Je vais être parfois à me connecter sur des serveurs distants, sur les prototypes qui se trouvent aux États-Unis pour essayer de les piloter et voir ce qui marche pas. Et typiquement, ça peut ressembler à la deuxième vidéo que je vous ai envoyée. Ah bon, on va si jamais tu veux la lancer. Pouvoir la commenter. Voilà, c'est juste un exemple de à quoi ça ressemble, où j'écris du texte, je navigue entre des fenêtres de terminal et puis... Ok, donc là, on voit directement ce que tu étais en train de faire. Ça a l'air pas forcément passionnant comme ça. Hein. Ça a l'air pas forcément passionnant comme ça, mais quand on comprend ce que ça dit, en fait, ça va. Ouais, ah oui, parce que là, quand on voit ça, moi, clairement, j'ai l'impression de voir un hacker, en fait. Je sais que c'est pas spécialement ce que tu fais. Comme dans les films. Là, en fait, sur cette vidéo, je faisais quelque chose de très simple. C'est juste un exemple que j'ai capturé pour montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est une partie du développement, mais c'est pas la partie forcément la plus passionnante. Je fais ce qu'on appelle du linting, c'est-à-dire que je vais passer des outils de détection de mauvais patterns dans le langage. C'est-à-dire que pour que un code soit vraiment utile, il faut qu'il puisse être lu par d'autres gens, réutilisé, parce que si jamais je travaille plus dessus et que c'est quelqu'un d'autre qui reprend et qui doit passer 3 mois à comprendre ce que j'ai écrit, c'est un peu dommage. Donc il y a dans tous les langages, il y a des règles des bonnes pratiques d'écriture. Et quand on met un code en production, avant de faire ça, on fait en sorte que tout va bien, quoi. Ok. D'accord. Ok, bon, bah, trop bien. Mais alors là, il y a pas mal de questions. Il y a une question notamment de Safwan qui te demande, aviez-vous déjà eu des problèmes sur des cartouches de votre robot? Des problèmes sur des quoi? Cartouches de robot. Des cartouches? Ou peut-être, je veux dire, vis-à-vis des composants d'un robot, est-ce que ça t'est déjà arrivé de traiter un gros problème, une panne? Alors là, en ce moment, par exemple, du coup, je travaille à distance sur des robots dont les prototypes sont en train de sortir de l'usine, et du coup, je suis en train de faire ce qu'on appelle l'intégration hardware-software. Donc, c'est-à-dire que tout le logiciel que j'ai développé en amont, on est en train de vérifier si sur le vrai robot complet, ça marche. Et il se trouve qu'il y a plein de problèmes matériels sur le robot qui est en train d'être assemblé. Donc oui, il faut essayer de débugger pourquoi ça démarre pas comme ça démarre chez moi sur ma carte de développement. Alors moi, j'ai le côté qui est un peu plus difficile du fait que c'est à distance en ce moment. Oui, voilà, ça s'est arrivé. Typiquement, là, par exemple, sur une des photos que j'ai montrées où il y a plus de composants électroniques sur la table, j'étais en train de débugger pourquoi j'arrivais pas à contrôler une des sorties électroniques de la carte de développement pour piloter un capteur. J'avais besoin de sortir de petites mesures, des machins pour voir pourquoi ça marche pas et d'essayer de le faire marcher. Pour essayer de recomprendre des bugs. Parfois, c'est le matériel qui est mort, hein, ça arrive aussi. Hein. Ok, ouais, ça peut être. Alors, comme je suis pas spécialisé dans le matériel, c'est moins moi qui m'occupe de ce genre de choses. Quand il y a des trucs simples, je peux le faire. Je veux dire, une capacité qu'à griller qu'il faut remplacer, tester des choses comme ça, je peux m'en charger. Mais voilà, il y a des personnes dont c'est plus le métier qui le font plus en profondeur. Bien sûr. Alors, j'adore le bruit du robot derrière, en arrière-plan. On est plongé dedans. On dirait un petit chien, c'est trop mignon. Donc, on va passer au cas concret.
Ah, j'adore! Je veux vraiment m'en acheter un, c'est pas possible. Au cas concret, du coup, donc ça, bon, on est un peu revenu là-dessus, mais c'est juste pour vérifier si on a bien compris. Donc, quelle mission développement logiciel et cycle de vie d'un robot mobile? Par la suite, Mhm. quel problème? L'intégration HW-SW, donc c'est quoi ça? C'est hardware, software, c'est logiciel et matériel. D'accord, ok, donc les Et deux quand en on même parlait de l'anglais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de langages techniques qui restent tout le temps en anglais. temps. Ouais. Et C'est après, utile de connaître. on a limite l'impression que c'est du français par la suite à cause des employés, quoi. Oui, oui. Organisation avec une équipe à distance. Donc ça aussi, donc ton travail, j'ai oublié de te demander, c'est tout en télétravail ou est-ce que tu es des bureaux en Alors, commun ou est-ce que tu travailles en avec ce moment, je suis en télétravail. Après, par le passé, j'ai travaillé en présentiel. Quand je travaillais, par exemple, au CNRS, j'étais dans un laboratoire de recherche où j'étais présent tous les jours. C'était assez différent. Il se trouve que depuis quelques mois, je fais ce métier-là en tant que freelance. Donc là, du coup, je travaille pour un client qui est loin. Donc, c'est à distance. D'accord, ok, donc c'est possible aussi. D'accord. Ensuite, du coup, si je reprends ce qu'on avait vu, quelle solution, l'esprit d'équipe et outils de télégestion, bien sûr. Donc, télégestion, c'est pouvoir gérer ça, même si on n'est pas pile à l'endroit où il y a il y a le travail. Ouais, ouais, ouais. Typiquement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, moi, je me connecte sur des serveurs distants où j'ai accès au même terminal que j'ai sur mon ordinateur, sauf qu'il tourne sur un ordinateur qui est loin et qui, lui, peut être connecté au robot ou être directement sur le robot sur lequel je dois travailler. Voilà, Il y a c'est des, voilà, il y a des outils techniques, informatiques qui permettent de faire ça. Ça remplace pas tout. En informatique, ça remplace à peu près tout. En robotique, un peu moins, puisque j'ai pas accès à la partie physique du robot qui va interagir avec le monde. Bien sûr. Alors, on a pas mal de questions sur le chat. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas trop remonter toutes les questions parce qu'on manque de temps. Mais du coup, il y a une question de Timothée qui te demande, est-ce que vous avez toujours eu envie de faire ce métier? Et justement, on va passer sur ton parcours. Donc, tu es parti en bac scientifique, sciences de Oui, l'ingénieur. Est-ce tout que à fait. à cet instant T, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Alors, depuis que je suis tout petit, j'adore les robots. Donc, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petit, je disais je voulais faire des robots ou des jeux vidéo. Ouais. Euh, il se trouve qu'après, plus tard, j'ai fait d'autres choses. Enfin, dans mes études, c'était toujours lié à ça, hein, parce que j'étais toujours dans un domaine scientifique avec les sciences de l'ingénieur. Ce qu'on appelle sciences de l'ingénieur, en gros, dans les études supérieures ou au lycée, je crois que c'est encore le cas, c'est de l'électronique et de la mécanique. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui va être utile derrière pour ce type de métier. Donc, j'ai jamais cessé d'être passionné par ça. Après, dans ma carrière, j'ai fait d'autres choses que travailler sur des robots, parce que l'informatique, c'est très vaste, et ces mêmes compétences que j'utilise sur les robots, je les ai utilisées par exemple au CERN, travailler sur un data center en soutien des équipes de physique. Je les ai Ouais. utilisées Ouais, il y a plein de j'ai travaillé dans une entreprise où je travaillais par exemple sur des cartes embarquées dans des trains ou d'autres types de véhicules. C'était toujours de l'informatique et du choses. développement, mais pas forcément des robots. Au final, quand même, tu préfères les robots après Oui, tout le recul, oui. J'imagine. Enfin, oui, moi, oui. de tout ce que tu m'en dis, c'est ce qui me fait le plus rêver, hein. Après, j'imagine que ça dépend aussi de chacun. Euh, mais oui, du coup, en fait, tu as fait énormément d'études. Est-ce que pour faire ton métier, il faut faire autant d'études? Est-ce qu'il y a un diplôme vraiment très important à avoir? Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui se forment en informatique et en programmation en particulier par elles-mêmes chez elles parce qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet qui sont de très bonne qualité. Que ce soit sur des forums, sur des sites exprès pour ça, ou même sur YouTube, on trouve énormément de ressources pour apprendre chez soi. Après, des formations, que ce soit d'ingénieur ou de technicien, puisqu'on n'est pas obligé d'être ingénieur pour faire du développement, hein, ça permet, voilà, ça permet de faire éventuellement à différents niveaux d'expertise ou des métiers dans le même domaine mais un peu différents. On n'est pas obligé de faire des études forcément aussi longues, puisque ingénieur, c'est Bac+5, c'est l'équivalent d'un master. Mm. Il y a beaucoup de développeurs qui sont sur des licences, puisqu'après, en formation continue ou par leur expérience personnelle, ils ont le niveau Ça pour peut faire ce genre suffire, de ouais. choses. Ça aide. Par contre, ça aide parce que typiquement en école d'ingénieur, surtout si une école d'ingénieur qui va être plus spécifique sur du logiciel, de l'informatique, etc., on va apprendre des choses annexes au développement qui peuvent être très utiles. D'accord. Typiquement dans mon école, c'était une école
d'ingénieur plutôt généraliste, mais plutôt centré sur l'électricité et l'informatique. Ouais, Eh super. ben, toute la partie électronique, électricité de puissance, etc., peuvent être utiles pour développer un robot, ou au moins pour comprendre ce qui va autour le développement qu'on va faire, même si on ne travaille pas directement dessus. C'est des choses qui, voilà, qui Pour aident apprendre. Mm. et qui permettent aussi de savoir où chercher des ressources quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas par la suite. Bien C'est une sûr. formation de base qui, voilà, qui aide. Elle n'est pas indispensable, mais ça aide. Après, elle n'est pas forcément indispensable pour faire le métier, mais elle va peut-être être indispensable pour se faire employer. Et ça, c'est une autre question. Ouais, forcément, ça peut aussi rassurer les employeurs de voir Tout à fait. ce style d'études dans le cheminement, quoi. Et du coup, tu as eu une insertion professionnelle facile. Comment Tout à fait. c'est arrivé, Puisque dans le cadre de mes études d'ingénieur, le dernier trimestre qu'on fait, je crois que c'est un peu pareil à l'université, on va faire un stage de fin d'études et un mémoire de fin d'études. Ce stage, je l'ai fait dans un laboratoire de robotique du CNRS. Et à la fin de ce stage, on m'a proposé de rester en thèse. Les circonstances ont fait que j'ai pas fait la thèse, mais j'ai passé 1 an et demi là-bas en tant qu'ingénieur de recherche, à continuer directement. Oh, ok, Et c'est puis pas- quand j'ai changé de région, j'ai retrouvé un travail tout de suite. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une forte demande aussi de recrutement. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, c'est rassurant. Il y a des débouchés, quoi. Il y a du Allez. débouché, et puis c'est vrai que même si moi j'étais plus sur les robots, comme l'informatique c'est vaste, ça ouvre beaucoup de portes en termes de débouchés, puisque après j'ai travaillé dans autre chose que les robots, ça c'était les mêmes compétences, puis après je suis revenu sur les robots. Voilà, ça reste assez facile de trouver les choses. Ok, mais c'est rassurant en tout cas. Et justement, on va venir un peu sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit passionné par l'imaginaire robotique et le challenge technique. Tout à fait. Alors pour l'imaginaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi de tout petit j'aimais les robots, j'ai grandi avec Star Wars et je rêvais toujours de me faire un R2D2 ou un C3PO. Enfin, voilà. J'adore lire de la science-fiction, je suis fan d'Asimov, des choses comme ça pour ceux qui connaissent. Après, le côté challenge technique, c'est que comme je travaille en robotique, mais j'ai aussi été plutôt dans un monde de recherche ou de recherche et développement. C'est-à-dire qu'on va quand même plutôt travailler à la pointe d'un domaine. C'est-à-dire que on va se spécialiser dans un truc où on va devenir un expert et on commence à toucher à des choses que peu de gens comprennent. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant d'essayer de résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Bien sûr. Ça, j'imagine, ça doit être génial. Et qu'est-ce que tu penses un peu dans tout ça? Bon, malheureusement, on manque d'un peu de temps, mais je veux vraiment poser la question. Est-ce que du coup, les IA, ça commence de plus en plus à t'aider là-dedans? On est en plein dedans, là. Ouais, on est dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire, il y a 2 ans, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, je dis oui, probablement. Ok. On arrive, les modèles de langage, parce que là, j'imagine que tu parles de choses type ChatGPT ou même les générations d'images textuelles. Ouais. Les modèles de langage deviennent capables d'apporter de sérieux coups de pouce pour démarrer quelque chose. Il faudra toujours corriger ce qu'ils donnent pour l'instant, parce que ce sont pas les modèles de langage ne comprennent pas ce qu'ils disent. C'est pas une intelligence artificielle générale. C'est un prédicteur de texte. C'est-à-dire qu'ils ont mangé beaucoup de texte et on leur donne quelque chose à manger et ils vont essayer de prédire la suite. Ouais. Donc il n'y a pas de vérification de est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité. Il n'en est pas capable, il n'a pas de notion de ça. Mais par contre, il a mangé tellement de choses et de choses notamment avec des ressources techniques très intéressantes et très poussées que il donne des pistes qui permettent de se débloquer dans pas mal de situations. Je l'utilise pas encore régulièrement dans mon travail parce que le fait que ça soit utile, c'est quand même assez récent, mais je commence à l'intégrer parce que je pense que ça fait partie de l'avenir du métier. Bien sûr. Oui, et puis il faut voir avec justement le futur comment ça va évoluer. Et d'ailleurs, on te réinvitera dans 10 ans. Ça, tu pourras nous dire comment ça s'est passé. En tout cas, il y a Élise dans le chat qui dit « Je suis fan de votre métier ». Donc ça, merci. La carton plein. Génial. On va passer justement juste ce que tu aimes un peu moins dans ton métier pour voir aussi tous les aspects qu'il peut y avoir. Donc, le manque de solutions et d'inspiration et l'insécurité du statut de freelance. Ouais. C'est vrai que tu freelance. Je suis freelance 2, ouais, c'est ça. Alors, pour la première chose, le manque de solutions et d'inspiration, c'est le pendant direct du challenge technique. C'est que parfois, on tombe sur un problème. Alors, c'est génial au début, on est super motivé, et puis on passe 1 jour, 2 jours, 1 semaine dessus sans réussir à se débloquer. Ça peut finir par devenir très frustrant. Ah, ça, j'imagine. Ouais. Il y a des fois des moments où on a l'impression de ramer et de pas avancer. Alors, des fois après, d'un seul coup, il y a le déclic. Des fois, on met en pause, on passe à autre chose. Et des fois, on revoit les attentes parce que on se peut-être que
c'est trop compliqué parce que souvent en face il y a des budgets aussi, hein, donc on peut pas se permettre de passer 10 ans sur un élément d'un problème. Des fois on est obligé de dire bah, en fait ça avec le budget alloué c'est pas possible techniquement, matériellement, etc. Donc voilà, il y a ce pendant-là qu'il faut réussir à gérer les moments où on est coincé. Ça, j'imagine que ça doit être très, très, très frustrant. Vraiment. Quand il y a des bugs qu'on a du mal à identifier et à résoudre, ça doit être très difficile. Mais bon, du coup, après, on est très, très heureux quand c'est derrière nous, quoi. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler en équipe, parce qu'on n'est pas tous bloqués sur les mêmes choses. Alors des fois, il y a vraiment des limitations, on va dire, technologiques. On se dit, bah, ce problème, aujourd'hui, c'est pas possible, dans 10 ans, ça sera possible. C'est pas toujours le cas, des fois c'est ça, des fois c'est juste que nos propres compétences, parce qu'on peut pas tout connaître, l'informatique et la robotique c'est tellement vaste, que des fois, on faut demander de l'aide à quelqu'un qui peut-être lui aura une solution le déclic et nous lancer sur la bonne solution ou résoudre le problème, etc. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme quand on n'arrive pas à ouvrir un pot de confiture et ça fait 20 minutes Voilà. on est dessus et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit attends, laisse-moi essayer, de toute façon tu n'y arriveras jamais et boum. Ouais, mais je l'avais desserré. C'est ça, c'est ça. Faut se dire c'est ton travail du début qui a permis, c'est juste un problème de timing, quoi. Donc on va passer à la suite avec notamment un cliché anecdote. Donc tu nous as dit mes grands-parents pensaient que mon métier c'était de marcher derrière un robot. Comment ça? Quand je travaillais au CNRS, on travaillait avec un robot humanoïde qui s'appelait HRP2, celui qu'il y avait sur la photo au début, du coup qui marchait. Mais comme il coûtait très très cher, c'est un robot qui coûtait 400 ou 500 000 euros à l'époque. Ah oui, j'ai cru. Alors je laisse imaginer avec l'inflation, c'était un matériel de recherche de pointe. Donc quand on le faisait fonctionner pour des expériences où on n'était pas encore sûr de ce qui allait se passer, il était avec des sangles au-dessus pour le retenir s'il tombe, et puis en général on mettait quelqu'un qui marche derrière pour vérifier que tout va bien, et puis pour le rattraper si jamais il y avait un déséquilibre. Il se trouve qu'une fois, il y a une équipe de France 3 régionale qui était venue filmer une équipe de recherche dont je faisais partie. Et moi, quand ils m'ont filmé, j'étais en train de rester derrière le robot à vérifier qu'il marche correctement. Mes grands-parents m'ont vu à la télé et ils ont vu que ça. Et ils étaient persuadés qu'en fait, je faisais que ça. Qu'ils me disaient, ah, mais du coup, tu marches derrière, mais quand il bouge pas, tu fais quoi Ah ouais, ah, mais ça sera un métier sympa aussi. Vraiment, être payé à marcher derrière un robot. Ok, ouais, trop bonne anecdote. Non, trop bien. Donc, en tout cas, il y a pas mal de questions. Donc, il y a une question notamment qui revient plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vue. Là, tu es libre d'y répondre ou non, mais ça concerne le salaire. Est-ce que tu penses que c'est possible de donner un salaire moyen, par exemple, d'un débutant à ton poste? Ouais. Alors là, ça va vraiment dépendre pour le coup de la formation. Parce que quand on sort avec un diplôme d'ingénieur et en particulier d'une grande école, parce que Supélec, ça fait partie des écoles d'ingénieurs qu'on considère d'assez haut niveau. Hein. Ça fait partie maintenant, c'est fusionné avec Centrale Paris pour ceux qui connaissent. Ça fait partie du groupe Central. Alors, je pourrais pas donner les salaires d'embauche moyens aujourd'hui, puisque moi, j'ai été diplômé il y a une quinzaine d'années. Mais il y a une quinzaine d'années, on était autour de 40 000 euros par an en province, 45 000 euros par an vers Paris, en moyenne. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui touchent moins, il y en a qui touchent beaucoup plus, en premier salaire d'embauche. Moi, quand j'ai été au CNRS, c'était beaucoup moins, mais c'était de la recherche publique avec les moyens que ça, mais le travail était passionnant. Et puis après, j'ai eu des boulots qui étaient mieux payés que ça. Aujourd'hui, en tant que freelance, je me fais payer 100 $ de l'heure là, par la boîte américaine. Donc, si je travaille 20 heures par semaine pour eux, ça me fait 8 000 $ par mois. Avec, en tant qu'auto-entreprise, il me reste, on va dire, 5 000 euros à la fin après tous les impôts. D'accord, mais c'est un beau salaire, c'est bien, mais en même temps, c'est proportionnel au travail que tu mets. Tout à fait, sachant que si la mission s'arrête le mois prochain, j'ai plus rien, il faut que je retrouve autre chose. Ouais. Ça, c'est le problème justement de la freelance, c'est cette liberté qui est un point positif, mais aussi cette liberté, comme tu nous disais, dans les points négatifs, qui parfois peut être un peu pesante, d'avoir ce côté de tout le temps être un peu. Voilà. Après, ça peut être très très variable. J'ai un ami avec lequel je travaille qui lui vit aux États-Unis, il se fait payer 150 $ de l'heure. Après, il n'a pas les mêmes charges. Bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Voilà. Des études, des entreprises dans lesquelles on travaille, du lieu où on vit, enfin, plein de choses. Si on est freelance, si on est à son compte, ou si au contraire on est salarié. Ça reste un métier qui est quand même assez bien payé. Qu'il faut assurer derrière avec les études qu'on a faites ou les compétences qu'on a acquises. Bien sûr. On a dans le chat, là je vois, ça me fait rire, tout le monde parle. Isalis qui dit « Vive les robots ».
Pas mal. J'ai sélectionné 2-3 petites questions qu'on va pouvoir faire rapidement avant de se quitter. On a Taris qui te demande si on peut faire un stage sur ce que vous faites, enfin sur ce que tu fais. Alors, je pense que oui. Enfin, alors moi, j'ai fait plusieurs stages du coup dans le domaine de l'informatique et en particulier en robotique. J'en ai fait un long, mais c'était un stage long de fin d'études de 6 mois. Ouais. Si vous parlez de stage, parce que là, je m'adresse à un public de quel âge? Plutôt collège, lycée? Troisième. Troisième, donc ça serait plutôt le stage de troisième. Oui, bah pour commencer. Après, c'est Ouais. vrai que ça peut être des Donc, stages. je pense que oui, il faut, comme pour n'importe quelle entreprise, il faut contacter des entreprises qui travaillent en robotique et leur demander à faire un stage avec. Je pense qu'il y a beaucoup de, notamment par exemple sur les laboratoires de recherche publique, je pense ils sont ravis d'accueillir des étudiants. Hmm. Il y a de la recherche en robotique en France, il y en a pas mal. Après, sur des entreprises privées, bah, ça va vraiment dépendre des entreprises, mais oui, il y a toujours moyen de faire un stage. Ok, bon, ça motive en tout cas. Merci pour cette réponse. Alors, il y a Ryan, mais c'est plus parce que ça m'a fait rire, qui d'ailleurs a compris que ça y est, on pouvait écrire en minuscule. Donc, merci Ryan, on a fait ses erreurs. Qui nous a dit vous avez déjà fait un robot de self-défense? Non, j'ai jamais fait de robot de self-défense, mais si ça t'intéresse, tu peux regarder ce que fait le DARPA. C'est le département de la défense américaine qui lance un challenge de robotique régulièrement, qui s'appelle le DARPA Challenge, D-A-R-P-A. Et on voit des robots qui sont capables de faire des choses très impressionnantes, notamment Atlas, qui fait des choses et qui est capable de sauter, courir, faire des roulades, etc. Ah, Ou mais alors, je crois que je l'ai. Je sais que, par exemple, enfin, je pars un peu à droite à gauche, mais quand j'étais au Japon, pareil, il y avait une démonstration d'un robot qui pouvait danser, qui faisait des galipettes, qui courait, qui sautait, qui jouait au ballon. Bon, après, c'est pas forcément Atlas, parce que là, c'est comme tu nous expliquais, c'était un concours. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est très impressionnant à voir. ouais, il y a des choses très très impressionnantes. Donc voilà, alors celle défense, je sais pas, mais j'imagine que au niveau de la défense américaine, ils espèrent pouvoir l'utiliser en application militaire. Donc ça peut Oui, ouais. rejoindre ça. Ou sinon, un autre qui est très impressionnant, c'est développé par Boston Dynamics, s'appelle Big Dog. C'est un robot chien qui est pareil, capable de faire des choses très impressionnantes. Je l'ai vu lui aussi. Ah, en Mm. fait, je suis à la page grâce aux réseaux sociaux, en fait, sur les Tout robots. à fait. Ah, il y a Kylian qui nous dit qu'on n'est pas tous en troisième ici, Sixtine. Bah alors, Kylian, n'hésite pas à nous dire. Je pensais que vous étiez tous en troisième, donc n'hésitez pas à dire vos places, enfin, vos classes, pour place, ça veut rien dire. On a aussi une autre question de Faël qui. Ah ben non, mince, j'ai déjà répondu, je n'ai rien dit. Par contre, on a un compte fan de Loïc qui nous demande comment vous vendez vos robots. Après, c'est pas toi qui va t'en. Là, pour le coup, c'est vraiment pas moi. Là, alors, au CNRS, c'était de la recherche. C'était pas un robot qu'on vendait. C'était un outil de travail on travaillait sur le mouvement humain. Après, sur ce robot-là, comment il est vendu, bah, c'était une entreprise dont c'était le métier de développer un robot et d'essayer de le commercialiser, mais c'était pas les mêmes personnes qui s'en occupaient. En général, c'est pas les ingénieurs qui développent le robot qui cherchent à le vendre. Bien sûr. Donc là, je peux pas vraiment répondre. Et, on nous dit moustache dans le chat. Il a une très belle moustache, celui-là. Ouais, franchement, très très pas mal. On avait une autre question. Il y a Faye qui te demande quel effet cela vous fait de enfin finir un projet de robot. J'imagine que ça doit être émouvant. Eh ben, la première fois qu'on voit s'assembler tous les éléments et fonctionner pour de vrai ces robots, c'est presque émouvant. C'est très agréable en tout cas comme sentiment. Ça, j'imagine. C'est la satisfaction aussi d'avoir réussi à mener un projet à bout. C'est-à-dire qu'on part de rien ou de briques, parce que des fois on réutilise des choses d'un robot précédent ou d'un morceau de logiciel qui avait rien à voir. Mais on est toujours en train de reconstruire quelque chose et d'essayer de. Il y a un peu, je pense, chez beaucoup de développeurs et d'ingénieurs en robotique ou autre, cette volonté de faire quelque chose de beau, que ce soit au niveau du code ou au niveau du matériel. Du coup, ça fait toujours plaisir de le voir prendre vie. Bien sûr. Alors, on a encore 2 petites questions. Je sais que le temps est un peu short. Je suis désolée, mais vraiment, genre, c'est trop intéressant. On te demande combien coûte le robot. Donc, j'imagine que c'est peut-être le robot moustache. Le robot moustache, alors à la commercialisation, je suis pas sûr, mais c'était, je vais dire, de l'ordre du millier d'euros. C'était quelque chose de pas donné. Hein. Je suis pas sûr. C'était quelque chose comme ça.
Ok. Mais c'est au moins plusieurs centaines d'euros. À 700 $, je crois, quand il était commercialisé, celui-là. Et enfin, il y a Élise qui te demande, est-ce que vous connaissez les robots sumo? Parce qu'elle dit que c'est ce qu'elle a codé. Les robots sumo. Oui, ça me dit quelque chose. C'est une compétition sur des petits robots qui se battent dans une arène pour se pousser, c'est ça? Ah, c'est l'émission qu'on voit là? Il y a une émission dessus, non? C'est ça, Loïc qui me valide que c'est ça. En tout cas, oui. Ouais, ouais. Alors, pour le coup, si parmi vous, il y en a qui font ce genre de choses, que ce soit les robots sumo ou un autre truc qui est intéressant, c'est les Micro Mouse. C'est des robots qui doivent aller dans des labyrinthes et trouver le centre et revenir au point d'origine. C'est vraiment des manières très intéressantes de se faire la main, d'apprendre des choses, et puis c'est assez passionnant. Il y a des compétitions autour de ça et ça peut vraiment développer des passions là-dessus. Oui, c'est ça. Élise, elle confirme, elle dit oui. Ok, bah trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, Maxime, pour toutes ces informations. Moi, je crois que je suis retournée en enfance pendant 1 heure. J'étais vraiment à Avec fond. plaisir. J'aime vraiment Monsieur Moustache, du coup je vais l'appeler comme ça maintenant, le robot Moustache. Je pense que tout le monde a passé un bon moment, tout le monde a l'air d'être assez content dans les commentaires, donc c'est super. Et on a passé bientôt les 1400 questions, donc c'est super. Et enfin, avant de finir, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un dernier message à faire passer aux jeunes qui sont encore avec nous? Oh là là. La responsabilité Ah, sur les épaules. ah ouais, là, c'est dur. Je pense lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît. Parce que si vous faites des études qui vous font, j'ai pas le droit de dire des gros mots, qui vous enquiquinent, le métier derrière, il vous plairait pas non plus. Mm. Alors Mm. après, peut-être qu'il y en a qui sont un peu perdus déjà collège, lycée et ça leur plaît déjà pas, mais cherchez quelque chose qui vous passionne et trouvez un métier qui est en rapport avec ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais faut essayer. Bah, merci en tout cas. Il y a Elise qui nous dit c'est bon, je veux vraiment faire ce métier. Je pense que tu es bien parti pour. Et tu penseras à nous, tu penseras à Maxime, tu penseras à MyFuture quand tu seras embauché, en tout cas en tant qu'ingénieure roboticienne, on peut dire comme ça aussi. En tout cas, bah, merci beaucoup, Maxime, encore d'avoir passé ce petit Avec moment avec plaisir, merci à toi. bah, on se remercie tous les deux, c'est très bien. Et merci à vous dans le chat d'avoir été présents. Nous, on se retrouve juste après. On va faire une toute petite pause de 4-5 minutes avant de faire le grand quiz avec la synthèse. Donc, bien sûr, on va faire la synthèse avant, mais on va quand même s'amuser avec un quiz. Je compte sur vous. Je pense que je vais rajouter des petites questions sur les robots, du coup, vu qu'on était dans la thématique. Et on se dit à tout de suite pour la synthèse. Salut!